Aujourd'hui, je suis toujours en thèse, mais en fait ça me va bien. Alors je vais vous en parler un petit peu. Quand j'y pense, je suis assez étonnée de voir que pas mal de doctorants, de doctorantes sont malheureux de leurs conditions. Alors, ne hurlons pas. Être en thèse, préparer une thèse en sciences humaines, et bon, je vais parler de ce que je connais, une thèse en littérature, pour moi c'est une thèse en littérature française, c'est quelque chose qui est difficile et qui est très prenant, qui prend beaucoup de temps, qui peut ressembler à un tunnel. Mais il y a pas mal de clichés sur les doctorants, les doctorantes, surtout pour ces matières de sciences humaines. On n'a pas tant de blagues sur les doctorats de physique, encore qu'on peut en trouver. Mais j'ai vraiment l'impression que une thèse qui sonne intellectuelle euh, amène avec elle pas mal de clichés qui sont aussi ceux de l'artiste maudit, de l'écrivain raté, parce que on imagine plus les écrivains ratés et avec des choses qui sont assez sombres et qui sont réelles. Les statistiques le montrent, les addictions pendant la période du doctorat augmentent, la solitude peut être importante, la précarité financière de la très grande majorité des doctorants et des doctorantes en lettres, évidemment, n'amène pas beaucoup de bonheur. Et tout cela est bien là. Et c'est absolument incontestable. Mais il y a aussi quelque chose qui, dans ces clichés sur la thèse, euh, se transmet de façon un peu contagieuse entre les doctorants eux-mêmes, hein, sur ce malheur d'être en thèse, sur cette croix que l'on porte dans notre précarité, et c'est vrai, mais aussi dans, par exemple, nos rapports avec les directeurs ou les directrices de thèse, euh, parfois plus largement les titulaires, et sur ce qui fonde le travail de la thèse lui-même. Alors, on s'inscrit en doctorat après un master, on est sélectionné, on peut être sélectionné plusieurs fois, notamment quand on a la chance, et c'est mon cas d'avoir eu un contrat doctoral, c'est-à-dire que l'on est financé pendant 3 années, que cela nous permet de donner normalement le plus souvent quelques cours à la fac, sinon on peut avoir d'autres statuts, mais ils sont souvent moins bons, et le plus souvent ils ne sont pas financés. Et ils peuvent ne pas donner euh, la possibilité d'enseigner à l'université, parce qu'on ne peut pas être vacataire facilement, il faut en fait avoir des revenus ailleurs, pour des raisons administratives. Bon, moi je ne veux pas tellement parler de cette précarité qui est importante et que je ne voudrais certainement pas nier et dont j'ai parfaitement conscience. Et dans les doctorants, je suis une doctorante privilégiée en ayant eu un contrat de doctoral, en étant maintenant à terre. Et c'est une chance très grande que j'ai et que je me répète vraiment chaque jour parce que c'est une thèse qui aurait pu ne pas se faire, qui est née d'une rencontre de hasard et sur un sujet qui lui-même a été une rencontre et dont je suis aujourd'hui parfaitement heureuse. Ce que je veux dire, c'est dans les questions qu'on dit ne pas devoir poser à un doctorant, une doctorante, on parle de alors la thèse ça avance, dans combien de temps tu soutiens, voilà, ce genre de choses. Alors j'ai de la chance parce que ce ne sont pas des questions qui me sont trop répétées. Elles commencent à l'être un petit peu parce que je suis administrativement en 5e année, à plein temps en 4e année, donc je commence à avoir bien avancé. Et c'est vrai que je trouve légitime que l'on se demande quand je vais finir. J'ai la chance d'avoir un entourage assez compréhensif sur ces questions-là. Mais en fait, personnellement, ce ne sont vraiment pas des questions qui me gênent parce que je les comprends et je vois pas trop ce qu'on pourrait demander à quelqu'un dont on sait que la personne est en thèse et montrer qu'on on a envie de s'intéresser à ce qu'elle fait. Ce n'est pas facile en fait de poser des questions et c'est vrai que c'est cette question la plus banale qui vient d'abord et qui moi ne me gêne vraiment pas. Surtout, ce qui, ce qui me chagrine, c'est
Cette angoisse qui étreint énormément de mes collègues. Pas tous. Peut-être que je dis énormément parce que c'est une chose que je remarque. Et on ne remarque que des choses qui frappent et sous la biaise des statistiques personnelles. Enfin, tout cela est difficile à savoir et à calculer, puis ce n'est pas le propos. Mais d'une angoisse particulière avec la relation avec la directrice ou le directeur de thèse, et dans le fait de travailler soi-même avec derrière une peur d'écrivain, c'est-à-dire l'angoisse de la page blanche. Et c'est une peur en fait qui est bien plus large que celle des auteurs, puisque c'est aussi une peur d'étudiant devant sa copie. Donc c'est la peur de se sentir à produire quelque chose, de ne peut-être pas être légitime ou assez bon pour cela. Ce qui peut être dû aussi à la peur de faire lire ce que l'on fait réellement et qui sera forcément en deçà du texte ou de la production que l'on rêverait d'avoir. Et je crois que la thèse, pour ces questions-là, en fait, que préparer la thèse, c'est-à-dire rédiger le manuscrit que l'on demande, et je ne vous parle pas de soutenance puisque je n'ai pas soutenu, c'est quelque chose qui est au contraire un très grand bonheur. Alors c'est un bonheur qui est parfaitement précaire, hein, lui aussi, ce n'est pas forcément un bonheur quotidien, il y a bien des galères, et j'aimerais bien savoir où sont les cours de biologie d'Ernest Renan. On tombe sur des impasses, on peut penser des mois à une question. Mais si l'on réfléchit, en tout cas en réfléchissant, je me dis que ces impasses et que ces difficultés, elles ont aussi leur bonheur. Et elles font partie de ce travail nécessaire. Ce sont des difficultés qui sont réelles, qui se résolvent, et une fois résolues, on passe à une étape qui est gratifiante. Bon, je ne trouverai pas les cours de biologie, mais j'ai réussi à trouver d'autres choses. Et c'est aussi une focalisation sur un point finalement négatif et temporaire. C'est-à-dire que l'immense bonheur que je ressens dans la préparation de ma thèse, alors c'est un bonheur qui est décuplé par le fait d'être intégré à des groupes de recherche, à une équipe pédagogique que j'aime énormément, enfin, mais tout cela, c'est quelque chose qui est relatif à ma situation particulière, qui n'est pas commune à tous les gens qui sont en doctorat. Mais quand je réfléchis à ce que signifie pour moi vraiment, non pas être en doctorat, mais préparer la thèse, ce fond du travail, et ce travail de fond, c'est produire un texte. Bon, on n'a pas besoin d'être inscrit en doctorat pour produire un texte, c'est heureux. Mais le texte qui devient la thèse, c'est un texte particulier et qui s'inscrit dans cette dynamique très particulière, le plus souvent d'un travail en groupe ou en duo, selon les relations en tout cas, qui normalement s'inscrit dans un travail avec un duo, avec un directeur ou une directrice. C'est souvent en fait ce duo qui a l'air d'être une difficulté pour beaucoup de doctorants, qui l'est aussi pour moi par moment, parce que en fait, il me semble que ce qu'a de très spécifique la thèse par rapport à beaucoup de textes et les textes que l'on produira plus tard, c'est que c'est un texte qui est long, contrairement aux articles, et qui est soumis à une évaluation constante de quelqu'un que l'on connaît et qui est là pour nous diriger. C'est une situation qui est très particulière. Je ne connais pas d'autres situations qui s'en rapprochent, en fait, textuellement, de façon aussi codifiée et encadrée. Alors, il y a évidemment des dérives possibles, les gens sont plus ou moins bons directeurs ou directrices, ils s'impliquent plus ou moins. Voilà, ce sont des situations qui sont, je crois, contingentes et bon, qui peuvent rendre ce travail difficile. Préparer cette thèse, pour moi, c'est d'abord donc lire tout Ernest Renan,
c'est-à-dire connaître assez bien la pensée d'un seul homme. C'est le cas d'une thèse monographique. Mais c'est connaître très bien un sujet, quel que soit ce sujet. Et à partir de ce sujet, on ne connaît bien que si l'on bifurque, et si l'on fait d'autres découvertes. Alors on peut faire des découvertes réellement inédites, et ce sera un article et un plus pour la thèse, ce genre de choses. Mais avant la production et la ligne de CV, cette préparation de thèse, c'est parfois, à 2 heures du matin, se rendre compte que là, il y a quelque chose que personne n'a pensé à voir, ou personne n'a pensé à le voir de cette façon-là, et on peut encore le réfléchir un peu différemment. Là, c'est un plaisir qui pour moi est très proche du vide-grenier. C'est un peu trivial, mais c'est la première étape, ou de trouver un champignon dans les bois. On l'a, on sent, on est quand même content. C'est moi qui l'ai vu. Alors, bon, c'est une chose qui n'arrive pas à tous les coups, pas forcément. Évidemment, ce n'est pas tous les soirs, sinon je dormirai trop peu. Mais ça, c'est un plaisir qui est immense, ce plaisir de la découverte. Alors, avec cette trouvaille, et les trouvailles sont, pour Benjamin, les victoires aux enfants, ce que sont les victoires aux adultes, c'est dans l'enfance berlinoise, on a ce plaisir d'une découverte. Alors c'est un plaisir qui va être plus modéré, qui sera moins intense, mais aussi qui sera plus long, qui est celui finalement de l'invention. Et là, on peut avoir le sentiment de l'invention au sens littéral. C'est-à-dire en archéologie, l'invention, c'est la découverte et en fait l'élaboration d'un site en tant que site archéologique. Et c'est très étonnant parce que, en tout cas dans mon cas, j'ai l'impression de trouver la thèse qu'il fallait que je fasse. Comme si elle m'était révélée, non pas par une épiphanie, mais par ce grattage comme ça, successif, très laborieux, qui n'est pas uniquement restreint au moment de la thèse, hein, mais voilà, c'est comme ça, on gratte, et en même temps, non seulement on va découvrir voilà, le chantier finalement, que l'on va reconstituer en palais, en toute modestie, mais on a aussi cette possibilité d'édifier. On construit, on échafaude, on élabore. Et c'est là que on fait un plan, on déplace des bouts de texte, et ce sont des choses qui sont très âpres, qui peuvent être très difficiles. Je ne sais plus dans quel passage j'ai pu parler de telle thématique dont il faut absolument que je parle. Il faudra que je relise tout ce que j'ai écrit pour vérifier que je l'ai écrit, et si ce n'est pas le cas, me demander où je vais l'ajouter. Donc parfois, c'est long. Mais j'y vois une gratification renouvelée. De voir quelque chose qui sort, comme ça, comme si ça sortait de terre, bien au-delà du plaisir de me dire c'est moi qui l'ai fait. Mais de me dire il y a une forme qui se dégage. Il y a quelque chose qui se modèle. Et je vois vraiment la thèse, alors en particulier dans le cas d'une thèse monographique sur un seul auteur, comme je le fais, comme la délimitation d'un grand bac à sable. Et avec Renan, le bac à sable fait 10 volumes, plus quelques textes édités ensuite, et des articles non réédités. Voilà. Mais j'ai mon bac à sable. Dans ce bac à sable, j'ai mon sujet. Et je creuse. Et je creuse. Mais, alors, il faut aimer les tâches un peu obsessionnelles, un peu répétitives, acharnées, mais quelque chose en sort. Alors c'est quelque chose, voilà, le plaisir n'est pas de se dire c'est la chose inouïe qu'il fallait dire. Non, non, ce n'est pas cela, c'est de voir comment quelque chose se répond. Alors, dans mon cas, c'est un système de pensée chez Renan, et qui se traduit par des textes, voilà, des images, un style. Chez mon compagnon, c'était voir comment une mode s'est élaborée et comment les textes se sont répondus les uns les autres. C'est comprendre ce qui se passe quand on regarde les débuts de la science-fiction, donc du merveilleux scientifique au 19e. Et en fait, là, on a ce travail comme ça, qui est vraiment un travail d'exhumation des textes, pour les faire revivre, pour finalement les réassembler par l'œil critique, et les donner à nouveau à voir.
Et c'est cela déjà qui est, je trouve, particulièrement émouvant dans une thèse. Et il y a très peu de thèses actuellement, à ma connaissance, où il n'y aurait que des textes majeurs. Cela arrive, mais dans ce cas-là, en général, ce sera aussi un thème de biais, un peu plus mineur, des choses de cet ordre. Ce qui se passe, c'est quelque chose qui se construit, une hypothèse que l'on propose, et hop, on fait émerger un monument. Ça peut être un petit monument, mais quelque chose comme ça d'une mémoire qui va remonter. Et que je trouve particulièrement, c'est vraiment une chose que je trouve particulièrement émouvante, qui revient comme ça, quelque chose qui remonte, et c'est un regard comme ça sur le passé, le plus souvent. Il y a des gens qui étudient aussi la littérature ultra contemporaine, actuelle, mais je crois que ce plaisir est toujours là parce qu'il s'agit de regarder des choses qui ont déjà été produites. Il y a toujours même un mini décalage par rapport au moment de l'écriture elle-même, de la production. Alors ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi et que l'on peut faire en dehors d'une thèse. La recherche n'est pas du tout arrimée, n'est pas du tout exclusive de ce genre de plaisir. Mais je crois que c'est quelque chose qui est vraiment déjà important. Ensuite, et là, c'est quelque chose qui est plus paradoxal, je crois que dans la relation avec le directeur ou la directrice de thèse, quand les choses se passent bien, évidemment, il peut y avoir un grand, grand plaisir, mais ce plaisir ne me semble pas forcément toujours immédiat. C'est très difficile de faire lire ces textes à quelqu'un qui va ou non les valider. Et c'est difficile quand ils ne sont pas validés, évidemment. Et c'est le rôle, en fait, du directeur ou de la directrice pour les thèses et parfois aussi pour les autres textes. C'est finalement beaucoup plus facile de faire lire un texte à des gens que l'on ne connaît pas qu'à ceux qui sont proches, comme cela. Vraiment plus facile. Et là, les choses, je crois, se jouent en fait dans cette peur du regard critique et dans le fait que nos productions peuvent aussi être critiquées et elles le sont. Elles sont critiquées parce que scientifiquement elles peuvent ne pas encore être valables. Elles peuvent être stylistiquement trop faibles. Le plan peut être mal construit. Tout se critique. Mais cette critique n'est pas un jugement. Elle peut prendre la forme d'un jugement, mais elle est d'abord un dialogue. Alors, un dialogue qui n'est pas totalement symétrique, mais c'est bien. C'est bien parce que c'est une chose que l'on prend peu en compte. Très très peu de gens dialoguent réellement en se remettant réellement en question. Parce que c'est très douloureux, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, parce que parfois il n'y a pas lieu de le faire. Mais ce dialogue-là, il est imposé. Et finalement, je crois que ce dialogue, qui est un dialogue au long cours, on peut vous faire une remarque et vous y repenser 3 mois après, par exemple. Il est dans mon cas toujours pertinent, toujours. J'ai toujours compris les critiques, parfois sévères, de ma directrice, et je suis très contente qu'elle me les ait faites, même si elles ont été douloureuses à entendre. Parce que je les ai faites miennes, petit à petit, et j'ai vu comment cela m'aidait à continuer à exhumer et à édifier, à faire monter comme ça ce petit édifice d'un autre côté. Et c'est un dialogue qui est très particulier, je crois qu'on a très peu de chance de le connaître dans d'autres circonstances que la thèse. Et il me semble pourtant éminemment précieux. C'est, je crois, cela qui permet de spécifier la thèse. Et ce qui est aussi très particulier à la thèse, c'est le temps. On y passe un temps incroyable et cela ne nous lâche jamais. Quand on est en thèse H24. C'est très difficile de décrocher. Mais
ce qui fait de la thèse comme cela un tunnel pour beaucoup de gens, je crois que c'est aussi en fait quelque chose qui est comme une parenthèse. C'est-à-dire que si on doit avoir une carrière de chercheur plus tard, on n'aura jamais plus ce temps-là. Et si on n'a pas cette carrière, normalement on ne reste pas doctorant toute sa vie, en tout cas dans les conditions actuelles. Cela était le cas. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Normalement ce n'est plus possible. Mais, bon, et c'est discutable, mais il y a aussi des désavantages à tirer de ces situations. Cette parenthèse, c'est un moment qui peut rendre fou, vraiment. Qui par moment, en plus en étant avec un seul auteur, qui parfois m'agaçait, n'avait pas, je sais pas, les mêmes opinions politiques que moi, et je me demandais comment pouvait-il penser cela. Ce genre de choses, cela force voilà, cet autre dialogue avec le texte. Et c'est un dialogue qui est long, qui est très long et qui se rumine. Et cette rumination, elle me paraît très très importante dans ce qu'elle peut avoir de négatif, dans ce qu'elle peut avoir de délétère. Et on n'est pas obligé de finir une thèse. On n'est pas obligé d'être heureux en thèse. Mais je crois que c'est ce qui a l'air d'être un inconvénient de la thèse peut aussi être vu comme une de ses grandes beautés. Alors cette rumination, bon, dans mon cas avec Ernest Renan, donc ruminer Ernest Renan, bon, je vous avoue que cela n'envoie pas des paillettes comme ça d'emblée, mais c'est amené par ce dialogue, amener en soi une transformation qui non seulement produira un texte qui sera la thèse, mais cela finalement est un détail, mais qui conduit à une autre pensée du texte. Et quelque chose qui est beaucoup plus riche que la lecture, même analytique, explicative, que j'avais en préparant les concours, donc là dans la vitesse, ou en master. Et je ne parle pas de la lecture plaisir, voilà, qui est encore un autre domaine, même s'il est parfois dur de les séparer. Tiens, le focus ne se fait plus. Mais c'est cette rumination longue, parfois amère, qui seule peut permettre ce travail sur ce qu'on voit dans un texte. Et ce qui fait que, quand je lis un texte de Renan, je relis en fait tout Renan. C'est un jeu d'écho, maintenant. Et c'est un travail long. Quand je lis un auteur ou une autrice pour me détendre, je ne lis pas forcément toute la bibliographie de cet auteur. J'ai cette tendance-là, malgré tout, mais sans comme ça cet acharnement et sans ce besoin scientifique de devoir démontrer, etc. Mais c'est un retour au texte. Et c'est un texte ce qui fait que, en fait, maintenant, chaque fois, chaque note que je lis de Renan, parce que c'est Renan mon sujet de thèse, sur Renan, chacune de ces notes, même toute petite, chaque phrase, je la replace dans un ensemble beaucoup plus vaste et qui fait une constellation, comme ça, de pensées, qui entre en contradiction, en écho, qui fait des jeux de paradoxes et qui construit quelque chose qui est infiniment plus riche. C'est-à-dire que la thèse, finalement, c'est aussi ce qui permet de donner non seulement un écho personnel, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, me permet une trouée dans le passé, dans un passé qui souvent est lointain, et qui peut apparaître, ça, de façon un peu proche. Et je paraphrase encore Benjamin. Et je crois que c'est là cette éclaircie qui, à force de travail et de réflexion, qui en vaut le coup, intellectuellement, et qui est recadrée, réorientée, et qui m'amène, comme ça, par ces jeux de va-et-vient entre Renan, les critiques renaniens, ma directrice, à affiner ma propre pensée du texte, parfois contre, le plus souvent en les accompagnant les uns et les autres, et qui permet un autre retour. Vous voyez, c'est comme si, autour de ce chantier archéologique, qui est une métaphore très discutable, mais je ne reste pas au-dessus. Je vais de tous les côtés, je scanne, et il n'y a que comme ça qu'on peut voir
se passer et surtout la pensée apparaître et que l'on peut revenir au texte. Et c'est une chose qui est infiniment belle. Je vous dis à bientôt.